Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle rencontre d'endroit où aller où ce soir nous recevons Teresa Rêvé. Bonsoir Teresa, comment allez-vous? Bonsoir, je vais très bien et je suis très heureuse d'être là. Et nous retrouvons Julie Vaza, journaliste culture au magazine Elle en Suisse. Bonsoir Julie, comment vas-tu? Ben, ça va très bien, très très heureuse d'être avec vous ce soir. Alors, ce soir, on reçoit Teresa Rêvé pour ce livre-là, La nuit du premier jour, paru chez Albin Michel. Avant de vous laisser converser toutes les deux, mesdames, je vais rappeler à nos amis participants qui peuvent poser des questions à Teresa Rêvé par mon intermédiaire. Et je me ferai un plaisir de venir vous les poser, Teresa, à la fin de votre entretien avec Julie. Je vous souhaite une belle rencontre à toutes les deux. À tout à l'heure. Merci, merci Nathalie. Bonsoir Teresa. Bonsoir Julie. Alors, je suis très très heureuse de vous retrouver à plus d'un titre et notamment je dis retrouver parce on a échangé il y a quelques jours. Vous avez été primé par le Prix du Lac, qui est un prix littéraire et du coup on a pu échanger à cette occasion et j'aurais souhaité savoir comment vous alliez aujourd'hui. Écoutez, je vais très très bien, j'étais ravie, j'ai été infiniment touchée d'être lauréate et ces prix des lecteurs me touchent toujours beaucoup parce que c'est un vrai partage d'émotions et de savoir que le livre a pu toucher autant de personnes et que mes personnages ont pu les transporter dans ce voyage incroyable entre Lyon et la Syrie, eh bien ça m'a fait évidemment très très plaisir. Puisque c'est la récompense de la solitude de l'écriture, de venir au-devant des lecteurs, puis on arrive avec ces personnages qui sont nos meilleurs amis, et puis on a peur qu'on les accepte pas ou qu'on les comprenne pas. Alors quand on les comprend, c'est magique. Alors là, c'est vrai que l'enthousiasme a vraiment été fort et on va en parler ensemble justement pour partager avec un plus grand nombre encore qui ne vous aurait pas lu. Alors je crois que c'est votre 8e roman, La nuit du premier jour. Je ne peux pas m'empêcher de le remontrer parce que je trouve que non seulement le titre est magnifique, mais la couverture aussi. Oui, je crois que votre 8e roman. Vous êtes dans le milieu de l'édition depuis pas mal de temps, puisque à côté de votre métier de romancière, vous êtes aussi, je crois, traductrice, polyglotte, traductrice. Oui. Et puis, vous êtes aussi lecteur, je crois, pour plusieurs maisons d'édition. Oui, absolument, depuis longtemps, et j'ai toujours mené de front un petit peu les trois. Donc lecteur, ce qui veut dire que je lis le travail des autres et je fais des rapports de lecture pour différentes maisons d'édition. Et puis traductrice, oui, j'ai été très longtemps, je le suis un petit peu moins maintenant, mais j'ai quand même traduit un livre l'année dernière, et puis romancière. Et c'est en effet mon huitième roman historique. Alors voilà, vous êtes l'une des auteurs phares de cette catégorie, les romans historiques. Et j'ai lu votre livre un petit peu par hasard, je dois l'avouer. Et j'ai été très étonnée d'être passée à côté de vous jusqu'à présent parce que c'est vraiment fantastique. Vous avez un style magnifique et puis une manière de nous faire appréhender l'histoire qui est vraiment très, très agréable. Alors, vous nous plongez avec ce livre dans une fresque familiale qui se passe au XXe siècle et qui s'étale sur 25 ans à peu près et qui se situe entre le Proche-Orient et puis Lyon. Est-ce que vous pourriez, avant qu'on entre dans l'histoire, nous rappeler un petit peu ce contexte historique? Que se passait-il à Lyon à ce moment-là et puis du côté de Damas? Alors, le contexte, c'est en fait un peu la fin d'un monde. C'est-à-dire que nous sommes avant la Première Guerre mondiale, juste avant, le livre commence avant, mais on monte vers la Première Guerre mondiale, qui est pour moi l'une des plus grandes césures du XXe siècle. Enfin, au XXe siècle, qui est l'échiquier qui m'intéresse. Je m'intéresse depuis l'enfance à l'histoire, mais particulièrement au XXe siècle. Il y a pour moi deux grandes césures. La Première Guerre mondiale, bien sûr, la Deuxième Guerre mondiale, mais aussi 1968 plus tard. Mais en tout cas, le livre se passe avant que le monde bascule et les personnages vont basculer à ce moment-là de la Première Guerre. Et ce qui m'intéressait, c'était de montrer les liens. Je m'intéressais en fait à la fin des empires et en l'occurrence la fin de l'Empire ottoman. Et ces liens entre la France et le Proche-Orient, donc l'Empire ottoman, encore à l'époque, et à travers Lyon, c'était la soie. Quels étaient les liens entre Lyon, grande ville, évidemment grande ville française, et le Proche-Orient? C'était
aussi et surtout la soie, qui est magique en elle-même. Bien sûr. Alors, comment ça se passait précisément? Quels étaient les types d'échanges entre la France et la Syrie à ce moment-là, avec la soie? Alors, il y avait, si vous voulez, des échanges commerciaux. Il y a eu en France, au milieu du 19e siècle, une épidémie de pébrine qui a détruit tous nos vers à soie chez nous en France. Et donc, les soyeux ont été obligés d'aller chercher leur fil de soie ailleurs. Et le Liban avait déjà cette richesse nationale. Et donc, ils se sont implantés là-bas et ils ont aidé à redévelopper cette tradition, en fait, libanaise qui était tombée un peu en désuétude tout de même. Et ils ont aidé à redévelopper tout cela et à importer leur fil de soie pour faire la façon, toujours à Lyon, ces merveilleux tissus lyonnais qui sont connus dans le monde entier. Voilà, donc c'était un lien commercial, un lien affectif, puisque la France a des liens immémoriaux avec ces terres tellement riches et tellement ancestrales. Donc tout ça, voilà, c'est une partie très importante de l'Europe et de la France en particulier au Proche-Orient, dans les pays du Levant. Donc, on a le contexte. Et dans ce contexte, vous nous avez imaginé une histoire formidable avec des personnages hauts en couleur. Et je voudrais commencer par la dédicace de votre livre. Vous l'avez dédicacé à Liline. Qui était Liline? Alors, Liline est ma grand-mère, que je n'ai pas connue et qui est un personnage qui m'a hantée, entre guillemets, toute ma vie. Donc, la mère de ma mère, c'est une lignée féminine et maternelle de mon côté. Et ma grand-mère a eu un choix à faire un jour dans sa vie et qui a été douloureux et qui a beaucoup eu un effet très fort sur ma mère. Ma mère, en fait, à mon avis, ne s'en est jamais vraiment remise. Et j'ai voulu rendre hommage à ma grand-mère que je n'ai pas connue, à ma mère, et aux femmes qui parfois font des choix impossibles et des choix douloureux. Et j'ai voulu rendre hommage et dire que la vie est compliquée, et c'est toujours compliqué. Voilà. Donc, c'est Liline, c'est elle. Elle est là, quelque part derrière moi, quelque part là. Alors, on ne voit pas bien, mais en tout cas… Non, vous ne verrez rien, mais elle est là. On l'imagine. Et ben c'est très émouvant de vous entendre en parler, d'autant que l'histoire que vous nous contez est un petit peu celle de Blanche, votre héroïne. Oui. Alors, parlez-nous de Blanche. Qui est-elle au moment où elle arrive dans… Alors, d'où vient-elle et quand on la découvre dans le roman? Alors, Blanche est née au Liban. Elle est française, mais elle est née au Liban. Sa mère était partie là-bas à cause de l'épidémie de pébrine et était devenue une jeune… le mot m'échappe. Elle était partie au Liban pour travailler donc à la fin du 19e siècle. Elle a épousé un Français là-bas et elle a eu sa fille. Et Blanche est mariée de force. Ses parents lui font comprendre que ce serait bien qu'elle épouse un soyeux lyonnais. Elle quitte le Liban, elle arrive à Lyon. Nous sommes à la fin du 19e siècle. Elle trouve qu'il fait froid, qu'il n'y a pas assez de soleil, qu'il y a beaucoup de brouillard. Et elle a 2 enfants avec son mari. Et c'est comme une fleur transplantée à Lyon. Elle ne trouve pas ses repères. Elle n'est pas du milieu des soyeux. Elle est d'ailleurs. Et un jour, elle n'est pas très heureuse, mais elle a 2 enfants. Et un jour, elle croise l'homme de sa vie, qui, comme par hasard, est syrien et arrive de Damas. Voilà, et donc, elle a un choix à faire. C'est bien les choses. Oui. Alors, ça se passe dans un funiculaire, je crois, et c'est quelque chose qui s'est passé. Racontez-nous. Oui, j'essaye toujours dans mes romans d'être le plus proche possible de la vérité. J'invente très, très peu. Franchement, très peu. Et donc, il y a eu un accident de funiculaire à Lyon quelques mois avant ou quelques mois après, je ne sais, mais il y en a eu un que j'ai repris. Et bien sûr, je mets mes personnages dans le funiculaire, ce qui, moi, en tant que romancière, me rend service, mais qui est quand même une possibilité, une probabilité de l'histoire. Et c'est comme ça qu'ils se rencontrent et ces 2 personnages vont, à partir de ce moment-là, avoir une vie hors norme, me semble-t-il, en tout cas. Oui, donc c'est un coup de foudre à ce moment-là. Mais c'est une relation qui est forcément très compliquée puisque Salim, lui, va repartir.
Blanche reste en France jusqu'au moment où un événement fait qu'elle va être amenée à partir à nouveau. Et du coup, elle va être confrontée à quelque chose de très dur. Est-ce que vous pourriez nous raconter ce moment-là précis? Oui, parce que Salim se rend compte que, bon, elle est mariée, nous sommes à la fin du 19e siècle, donc c'est quand même un peu compliqué. Elle est toute jeune, elle a une petite vingtaine d'années, et il se rend compte qu'il est en train de détruire la vie de cette femme. Elle a 2 enfants. Lui, évidemment, sa vie est à Damas, entre Damas, Beyrouth, et sa vie est là-bas, dans ce qui est encore l'Empire ottoman. Il est marchand de soie de Damas, il ne peut pas s'installer à Lyon et avoir une liaison avec une femme mariée. Donc, il rompt avec elle, ils ont eu un début d'histoire d'amour. Ils rompent, et à ce moment-là, Blanche perd sa mère. Et elle repart enterrer sa mère au Liban. Et une fois qu'elle est là-bas, elle comprend qu'elle doit aller en quête de cet homme qu'elle aime, que c'est l'homme de sa vie. Et là, elle va avoir le choix. Donc, est-ce qu'elle part chercher Salim ou est-ce qu'elle revient à Lyon et elle reprend sa vie où elle sait qu'elle ne pourra pas s'épanouir et où elle sait qu'elle sera malheureuse? Et donc, il y a un roman. Donc, c'est pas Madame Bovary. Donc, elle part à Damas. Elle prend le train. J'ai vérifié les horaires des trains à l'époque. Donc, elle part à Damas, elle fait ce choix terrible qui est de rester là-bas, donc coupée de ses enfants qu'elle ne va pas pouvoir revoir. Elle aurait aimé pouvoir, bien sûr, continuer à les voir, mais ça va lui être impossible parce qu'à ce moment-là, son mari va lui dire que ça n'est plus possible. C'est-à-dire surtout sa belle-mère. C'est le mari était plus. Est-ce qu'elle voulait, c'était se partager. Elle voulait le divorce et elle voulait se partager. Enfin, pouvoir accueillir ses enfants, les voir et tout. Et la caste des soyeux et Geneviève, sa belle-mère, lui dit c'est hors de question. Si elle part, elle part. Et donc, elle ne reverra pas les enfants. Et c'est ce qui se passe. Et à l'époque, c'était. Alors, curieusement, ça arrive plus fréquemment qu'on ne croit. Alors, moins maintenant, évidemment. Mais à l'époque, c'était vraiment quelque chose qui pouvait arriver. Et on lui interdit de revoir ses enfants. Et elle accepte. Elle accepte parce qu'elle sait qu'ils sont entre de bonnes mains. Elle sait que son mari est un homme bien, le père de ses enfants. Et elle accepte, j'allais dire, ce coup près. Et c'est un choix impossible. C'est un choix impossible, mais elle sait qu'elle serait, en restant, devenue une mauvaise mère. Donc elle choisit de ne pas les revoir. D'accord. C'est un choix que vous comprenez, que vous auriez vous-même pu faire? Oula, est-ce que j'aurais... alors là, ça c'est une colle. Est-ce que j'aurais pu le faire? Je ne sais pas. Je sais quel est le choix qu'a fait ma grand-mère, en revanche. Oui. Voilà. Donc, je ne veux pas juger. Je pense qu'en l'occurrence, Blanche sait très bien que ses enfants ne risquent rien. Elle sait qu'il y a une armature de la société, qu'elle ne peut pas lutter contre ça, que ce serait au détriment de ses enfants dans une bourgeoisie très construite, une armature de la société. Et je n'ai rien contre les armatures de la société. Je crois que c'est important qu'il faut qu'il y ait des choses qui tiennent. Et donc, elle a besoin de sa liberté, mais elle n'impose pas sa liberté à ses enfants. Elle aurait emmené ses enfants, elle leur imposait, si vous voulez, une autre vie. D'une certaine manière, elle les protège. D'une certaine manière, elle les protège d'elle-même. Et elle en souffre toute sa vie. C'est ça. Bon, elle acquiert néanmoins une certaine liberté, évidemment, en partant. Et c'est ce que je trouve très intéressant parce que c'est assez paradoxal. Finalement, du point de vue qu'on a occidental, elle va finalement être en Orient plus libre que ce qu'elle n'était à Lyon. Et c'est ça que je trouve très intéressant dans votre roman, c'est cette manière de voir l'histoire de différents points de vue. Et ça, c'est assez passionnant. C'est une liberté intérieure. Là aussi, il y a un cadre. Elle ne peut pas non plus mener sa vie avec Salim. Il y a un secret. Il y a aussi un respect c'est pas parce qu'elle est en Orient. Il y a un respect des normes, un respect de l'autre.
de ne pas imposer à l'autre une liberté qui peut choquer, donc on ne choque pas, on garde son quant à soi, comment dire, on donne une image de quelque chose, il ne faut pas choquer l'autre, et ça, on respecte l'autre. Mais ce qui m'a intéressée, c'est vrai, c'était que cette vision d'une femme occidentale, mais n'oublions pas que Blanche est née au Liban, c'est sa terre. Elle n'est pas, d'ailleurs, à un moment donné, quelqu'un dans le livre lui dit, mais vous n'êtes pas arabe, mais sa terre, son sang n'est peut-être pas, mais tout son être est de là-bas. Et c'est ça qui est important. Et donc, elle peut s'épanouir, elle peut jouer un rôle, et elle devient ce personnage incroyable, enfin pour moi dans le roman, de cette femme qui soutient elle épouse Salim à un moment donné, et elle devient l'épouse de Salim dans un contexte historique compliqué. C'est sûr. Alors, l'exil, on le comprend, est au cœur de votre roman, hein, parmi d'autres thèmes, et c'est quelque chose de très important. Est-ce que ça vous apparaît comme un moyen possible d'accéder au bonheur et à la liberté, l'exil de manière générale? Alors, l'exil est quelque chose d'excessivement douloureux. Moi, c'est quelque chose qui traverse ma famille. Donc, je crois que l'exil, ça empêche plutôt le bonheur. Il faut trouver son bonheur en dépit. Quand on est coupé de son pays, de ses racines, qu'on est obligé de devenir un autre, de ne pas se sentir au même niveau que les autres, de ne pas être dans une forme d'égalité de départ, ça demande une grande sensibilité, une grande humilité, et ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Donc, je crois que être heureux en dépit de tout ce que la vie peut vous envoyer comme épreuve, ça c'est la gageure, mais on l'a tous à des degrés divers. Mais l'exil, en effet, vous le retrouverez dans tous mes romans, parce que mon père a dû quitter la Hongrie après la Deuxième Guerre mondiale. Il a été apatride pendant 10 ans, il est venu en France, et j'ai toujours vécu avec ce sentiment qu'il ne pouvait pas retourner dans son pays, et de cette douleur. C'est une douleur, l'exil. Je crois qu'il ne faut pas tourner autour du pot. Non, l'exil est une douleur. Ouais. Alors, on a parlé de Blanche, on a évoqué Blanche, mais vos personnages masculins ne sont pas en reste dans votre livre. Alors, je voudrais qu'on puisse dire quelques mots de Salim déjà, ce beau personnage. C'est une belle personne. Ah oui, c'est un héros. Non, il faut des héros dans la vie, sinon c'est pas drôle. Non, c'est un vrai héros, il est formidable, moi je l'adore, Salim. Et il incarne, là aussi, mes personnages, je travaille beaucoup d'après mémoire et journaux intimes, et comme je dis toujours, la réalité dépasse la fiction. Et il a des traits de caractère, il a un courage, il a une forme de plénitude qui le rend infiniment touchant. Il va au bout de sa destinée. Et alors, parfois, on me fait le reproche en me disant « Oh, les personnages sont stéréotypés » ou je ne sais quoi. Non, ce sont des archétypes, si vous voulez, ce sont des archétypes. Et Salim est en effet un héros tout à fait remarquable, mais qui correspond à des hommes de cette époque. Moi, comme je dis, je prends différents traits de caractère et je les place dans un personnage. Donc, c'est ça qui donne ce côté un peu, un peu romanesque, certes, mais c'est du roman, ça j'y tiens absolument. C'est aussi du roman. Alors, c'est très important pour nous, lecteurs, lectrices en particulier. C'est vraiment un beau personnage. Alors, il y a un autre personnage masculin qui n'est pas en reste, c'est Victor, qui a un peu moins de beau rôle que Salim, mais pour autant, c'est une belle personne aussi. Oui, c'est le mari de Blanche, c'est le père des enfants. Victor a un amour fou pour sa femme. Il est tombé passionnément amoureux. La passion, c'est très dangereux. Et il est passionnément amoureux d'elle, mais il ne sait pas l'aimer, si vous voulez. Il a projeté sur elle une image. Il ne sait pas lui dire, il ne sait pas... ce n'est pas naturel. Et il n'y avait pas d'écho chez elle, chez Blanche, de Victor. Et donc, il reste avec son amour et il est touchant dans cet amour auquel elle ne répondra jamais parce qu'elle n'était pas faite pour lui. Donc, et donc il m'a touchée. C'est un père, c'est un homme droit, c'est un personnage droit. Mais en général, dans mes romans, les personnages sont des traits de caractère. J'ai pas trop de filous, de gens épouvantables parce que je trouve que la vie est trop courte
et qu'il faut rendre hommage aux belles émotions et aux belles personnes. Et Victor est une belle personne qui m'a fait de la peine d'ailleurs dans cet amour qui m'est... Il y a une scène où il détruit toutes les soirées qui arrivent de Lorient. Lorient lui apporte le plus grand bonheur de sa vie avec Blanche, et puis ensuite elle le quitte, et donc il prend toutes les tentures et toutes les soirées et les étoffes, et il les brûle. Et j'ai trouvé ce geste absolument incroyable. Quand il fait ça, ça m'a beaucoup touchée en tant que romancière, donc derrière le personnage. Oui, c'est amusant de vous entendre parler de ces personnages de cette manière, parce que c'est vous qui avez choisi de lui faire brûler ses étoffes, finalement. Peut-être pas, mais ça, c'est le mystère du romancier et de ses personnages. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils ont leur vie, ils nous dictent, ils nous suggèrent des choses, et nous, on est à l'écoute des personnages. Et on vit, et à chaque fois, je le raconte dans mes romans, on vit dans une osmose, on vit dans un monde intérieur, et on est surpris par nos personnages qui prennent la tangente et qui font quelque chose parfois qu'on n'avait absolument pas prévu. Moi, j'ai des synopsis pour mes romans parce que comme ils sont sur plusieurs années et il y avait beaucoup de personnages, il faut que j'ai un fil conducteur. Et le fil conducteur, qui est un synopsis, quand j'ai terminé le livre, parfois, je suis partie sur une tangente. Et ça, oui, ça c'est mais tout romancier vous le dira. Hein, ça c'est. Alors, avant qu'on poursuive sur votre écriture, justement, et la manière dont vous travaillez, j'aurais aimé, si vous le voulez bien, que vous nous lisiez un petit extrait de votre livre, si vous l'avez. Absolument. Je vois que j'ai le soleil qui arrive là de biais. J'espère que ça ne vous dérange pas, mais il va passer. Alors, j'ai choisi comme extrait le moment où Blanche a justement décidé de quitter, enfin, elle a quitté Lyon pour aller à l'enterrement de sa mère à Beyrouth. Et à Beyrouth, au lieu de reprendre le bateau pour repartir en France, elle décide d'aller chercher l'homme qu'elle aime. Il ne sait pas qu'elle vient et sans savoir s'il va l'accepter. Donc, elle arrive à Damas. Alors, je vous ai pris un petit paragraphe de ça. À ce moment déterminant de son existence, alors qu'elle était échouée entre les murs blancs de cette petite chambre anonyme, le sang cessa un instant d'irriguer ses veines. Elle avait la gorge sèche, ses poumons comprimés l'empêchaient de respirer, son ventre douloureux portait en lui l'aridité de la steppe, ses vents tranchants, sa poussière. De sa personnalité, de tout ce qui avait fait sa force jusqu'à aujourd'hui, son audace et sa révolte, ses rires, ses folles aspirations, il ne restait rien. Blanche comprenait qu'elle avait abandonné derrière elle deux des piliers qui permettent à une femme de tenir debout, l'amour de ses enfants et le respect de ses proches. Elle était seule désormais, seule et nue. Et c'est Blanche, voilà. Je pensais que ça reflétait cette nudité, cette femme qui part vers un homme qu'elle aime profondément, sans savoir, elle le dit d'ailleurs un peu plus loin dans le livre, sans savoir s'il va lui ouvrir sa porte, sans savoir, d'ailleurs, elle n'en sait rien, elle arrive devant la porte de Salim, la petite porte bleue à Damas, elle se dit, mais mon Dieu, peut-être qu'il est marié, peut-être qu'il a une maîtresse, et j'arrive là, et quel courage, quel courage. C'est sûr. Voilà. Alors, vous avez publié une citation aujourd'hui sur, sur Instagram de Joseph Kessel qui m'a interpellée et qui dit, elle est belle, n'est-ce pas? Ouais, je la lis pour tout le monde. Il n'est point de romancier qui ne distribue ses nerfs et son sang à ses créatures, qui ne les fasse héritiers de ses sentiments, de ses instincts, de ses pensées, de ses vues sur le monde et les hommes. Alors, je me demandais forcément quelle part de vous aviez mise dans votre livre. Alors, la relation du romancier et ses personnages, ils sont en nous et nous sommes en eux. Donc, il y a un mélange très, très étrange, très mystérieux. En l'occurrence, moi, beaucoup de mes personnages, je n'aurais jamais le courage de beaucoup de mes personnages féminins, notamment Blanche, je pense que j'aurais pas eu ce courage. Et l'héroïne de mon roman précédent, Alice Clifford, qui était correspondante de guerre, alors elle, je n'ai ni de près ni de loin. Donc, moi, je suis beaucoup à l'écoute de mes personnages. Est-ce qu'il y a de moi en eux? Oui, sûrement, mais c'est plutôt eux qui... moi, je suis vraiment la courroie de transmission. Donc, mais j'ai trouvé cette citation de Kessel magnifique. Moi, c'est un auteur que j'aime, enfin, c'est un écrivain que j'adore. J'ai un grand nombre de quasiment tous ses livres.
je trouve qu'il n'a absolument pas vieilli, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il est toujours aussi contemporain, et qu'il a ce souffle incroyable. Et donc c'est vrai que cette citation qui était passée sur Insta, je l'ai reprise. Ouais, elle est très, très vraie. Alors, ce qui est intéressant, donc on le constate dans votre manière de travailler, c'est de placer des personnages que vous avez inventés, imaginés dans un contexte historique tout à fait réel, et vous les confrontez un peu pour voir leur manière de réagir face aux grands événements. Alors, je me demandais ce qui vous inspirait le premier en général, ou est-ce que peut-être ça varie d'un livre à l'autre? Est-ce que c'est plutôt une période historique où vous allez vous dire j'ai envie de travailler sur cette période, et puis je vais imaginer une histoire à côté, ou est-ce qu'il y a un personnage qui frappe à la porte un matin et là vous vous dites lui il serait parfait à ce moment-là de l'histoire? Comment ça marche? Alors, pour moi, c'est souvent l'envie de parler d'une époque ou d'une ville ou d'une époque. Il m'est arrivé dans un de mes précédents livres où les deux personnages principaux, qui sont Xenia Ossolin et Max von Passau, qui sont rentrés dans ma tête entiers, totalement, alors que j'étais en train de terminer un livre précédent. Mais c'est la seule fois où ça m'est arrivé. Elle est arrivée dans ma tête, je savais qu'elle était russe blanche, mannequin à Paris dans les années 20, et lui, je savais qu'il était photographe de mode berlinois. Je n'avais jamais été à Berlin. Bon, la mode, je connais la mode comme tout le monde, mais bon, les Russes blancs, oui, bien sûr, la Russie est ma grande tradition des écrivains russes, bien sûr, mais ils sont rentrés dans ma tête. Et je suis partie en quête de ces deux personnages qui ont donné 2 livres, La Louve Blanche et Tous les rêves du monde. Mais en général, c'était unique, un truc de fou. Mais les autres, là, c'est comme vous dites, c'est souvent l'envie de découvrir une période historique. Donc l'Empire ottoman, je l'avais traité par Istanbul et un livre précédent, L'autre rive du Bosphore. Et là, j'ai voulu m'occuper du côté des provinces arabes. Donc, mais les personnages viennent après, oui. Donc, ils reviennent, voilà. Alors, ce qui est vraiment absolument génial quand on vous lit, c'est qu'on passe un excellent moment, et d'autant plus important et agréable, c'est qu'à la fin, quand on tourne la dernière page, on a l'impression d'avoir appris plein de choses, sans avoir vraiment fait l'effort d'apprendre quelque chose. Donc, on en ressort vraiment enrichi, et on imagine évidemment le travail de folie que ça représente, parce que ce qui ressort du livre, j'imagine, est vraiment une petite partie du travail de recherche colossal que vous avez dû effectuer. Oui, c'est le principe du roman historique. C'est-à-dire que nous faisons un travail en amont qui, moi, me prend à peu près 1 an de documentation, de recherche vers la Bibliothèque nationale. Je travaille, donc je lis beaucoup de livres en cherchant toujours très, très spécialement les journaux intimes, les mémoires. Et à la fin de chaque livre d'histoire, vous avez une bibliographie qui vous emmène vers un autre livre. Donc, c'est vraiment le petit pousset. Et ça peut aller très, très loin. On tombe dans des tunnels parfois. Donc, il faut se mesurer. Et ensuite, j'ai des interviews, parfois des voyages, pas toujours, mais des rencontres. Des rencontres se font. Et à partir de là, je dois vous donner, à vous, lecteurs, l'essentiel pour ne pas vous noyer sous la doc. Ça va avec le soleil, là, ça fait bizarre. Oui, ça va très bien, c'est plus pour vous. Je suis désolée, hein, ça n'était pas prévu. Mais, non, ça va très bien, c'est plus pour vous, si ça vous gêne, mais... Non, c'est bien. Donc, voilà. Et alors, je dois retirer donc de tout ce que moi j'ai appris, parce que la première qui apprend, c'est moi. Et c'est la partie la plus fascinante aussi de l'écriture. Enfin, pour moi, en tant que le côté historique, c'est passionnant. Oui. Et de là, je dois tirer des choses qui moi, m'ont amusé, mais qui vont vous amuser. Et alors là, il faut décanter. Et alors, je renonce à beaucoup de choses, beaucoup de détails qui ne rentrent pas, voilà. Donc, parce qu'on n'est pas à l'école non plus. Oui, donc, le secret, c'est que de se dire, que vit mon personnage? Que peut-il savoir? Que peut-il ressentir par rapport à tel événement? Mais toujours se dire le prisme de mon personnage. Donc, toujours se mettre comme un acteur dans la peau de tel ou tel personnage. Et on renonce à plein de choses. Donc, ça, c'est le travail du romancier historique. D'accord, c'est ça le secret. Je me demandais justement comment le secret, enfin, c'est très prétentieux de dire ça. Je ne sais pas si c'est le secret. En tout cas, moi, je me dis, OK, qu'est-ce qu'il sait? Qu'est-ce qu'il ressent? Est-ce qu'il est au courant qu'il y a tel truc qui s'est passé à l'autre bout du pays? Est-ce que ça le touche?
ou est-ce que ça peut le toucher? Il faut vérifier ce que les personnages savent à l'époque. Mais ça aussi. Donc, oui, puisqu'on est placé dans une époque précédente, et donc être sûr qu'il n'y ait pas d'anachronisme. Oui, j'essaye d'éviter au maximum les anachronismes. J'en fais sûrement parce que personne n'est à l'abri d'une erreur. Mais ça, c'est vraiment un travail de dentelle. C'est un travail de dentelière à chaque fois. Est-ce que dans vos recherches, vous êtes amené à rencontrer beaucoup de personnes, de gens pour essayer de préciser les choses? Oui, beaucoup. Parce qu'il faut absolument, quand je parle de... Moi, je connais mal le Proche-Orient, je ne suis pas de là-bas, surtout quand je parlais évidemment... quand vous parlez d'univers qui ne sont pas les vôtres, il faut être très, très humble et très prudent. Donc, j'ai la chance de toujours rencontrer des personnes extraordinaires qui m'aident, qui me guident, ils me prennent par la main, ils me guident. Et à travers eux, donc je vérifie les termes, je leur demande. Alors, quand je parle d'un artisanat, j'avais écrit un livre sur les fourreurs il y a longtemps, et donc je disais, mais quand vous faites ça, vous avez mal au dos, vous avez mal aux mains, c'est quoi vos douleurs? Et alors le fourreur me disait, ben voilà, au bout de ma journée de travail, j'ai mal ici. Vous voyez, moi, ma sensibilité doit amener le lecteur à ressentir le travail auquel je rends hommage. Pareil pour le maître, le canut, le métier à tisser, j'avais tout faux. Je suis retournée à Lyon, j'avais écrit, donc je viens avec mes pages, comme ça on gagne du temps. Je viens avec mes pages, souvent je les lis, et alors l'homme merveilleux, monsieur Évelier, qui m'avait reçu donc dans l'atelier de Soiry, c'est marqué dans le livre, si vous allez à Lyon, allez-y, c'est formidable. Et il m'a dit, non, c'est pas du tout ça, j'avais rien compris. Donc j'ai repris, mais c'est juste maintenant. Il m'a dit que c'était juste. Alors, est-ce que vous pensez au lecteur quand vous écrivez? Parce qu'il y a quelque chose qui est très marquant. Si votre livre a fait partie de la sélection du Prix du Lac, c'est parce qu'il parle de mémoire. C'est ce qui nous a, nous, retenu. C'était le thème de notre festival. Donc, c'est pour ça qu'on vous a sélectionné. Et il me semble que, mais vous m'arrêtez si je me trompe, que c'est quelque chose de très important pour vous, en termes de mémoire, de travailler dans ce registre de romans historiques. Oui. J'essaye d'apporter à mes lecteurs une mémoire d'un temps qui est relativement proche, puisque je ne vais pas au Moyen-Âge, je ne vais pas à l'Antiquité romaine, je vais au XXe siècle. Donc, c'est l'histoire de nos grands-parents. Enfin, vous, ce sera vos arrière-grands-parents, je suis plus âgée. Mais, donc, c'est relativement proche. Et je tiens beaucoup à la mémoire. Je crois que la tradition, la mémoire de nos ancêtres est quelque chose qui nous pèse parfois, souvent, mais qui nous porte aussi. Donc, pour moi, oui, la mémoire est très, très importante. Et les rencontres me permettent à chaque fois de rendre hommage à quelque chose. J'aime bien rendre hommage aux gens, au métier et à la beauté des choses. Je ne regarde pas la vie, d'ailleurs, mes romans sont assez durs parfois. La vie n'est pas simple. Je ne regarde pas la vie avec des lunettes roses, même si là, elles sont un peu roses. Ce n'est pas du tout ça le propos. Le propos, c'est de tirer la lumière dans les difficultés et dans les ténèbres. Et Dieu sait que le XXe siècle a été un siècle de ténèbres. C'est sûr. Comment avez-vous trouvé ce titre pour le livre? La nuit du premier jour, c'est magnifique. Alors, je suis, comme je disais, je suis assez mauvaise pour les titres. Je trouve ça horriblement difficile. Je crois que c'était Jean Giono qui disait toujours je crois que c'est lui, qu'il trouvait le titre avant d'écrire le livre. Donc, qu'il allait vers le titre comme un drapeau. Je suis incapable de ça. Donc à la fin, quand j'arrive à la fin d'un livre, en général, je n'ai pas de titre, donc mon éditeur n'est pas content du tout. Ce titre-là s'est imposé à moi quand je suis arrivée au chapitre. C'est la première phrase d'un des chapitres essentiels du livre qui arrive à la fin du livre. Et quand j'ai écrit cette phrase, enfin que cette phrase est venue à moi, je me suis dit, chouette, je vais la présenter à mon éditeur. Et j'ai présenté 2 titres. J'ai présenté celui-là et j'ai présenté Le Khan des âmes perdues, qui est dans le livre. Et alors, mon éditeur a dit, le quoi des âmes perdues? Et on a bien compris que le Khan est un mot qui est très joli à l'écrit, mais prononcé, c'est impossible.
Et donc, la nuit du premier jour s'est imposée. Et je suis très heureuse parce qu'il y a une résonance entre le titre et le livre. Ah oui, voilà. C'est vrai. Oui, vraiment. Vraiment, dans le livre, pour ceux qui voudront bien le lire et aller jusqu'au bout, ils comprendront. Mais il y a il y a un sens. Il faut que le titre ait un sens. Voilà. Mais les très beaux titres sont souvent des pièces de théâtre aussi. C'est magnifique. Mais Françoise Sagan, qu'est-ce qu'elle était douée pour les titres. Oh là là. Bonjour tristesse. On arrête maintenant. Voilà, on devrait mettre des bandeaux sans titre. Il y a une anecdote très drôle de François Nourricier, qui est un excellent, un merveilleux auteur, écrivain français, qui avait dit à un jeune auteur qui cherchait un titre et il ne trouvait pas. Et alors François Nourricier, déjà vieux monsieur, lui dit: alors, est-ce qu'il y a des tambours dans votre livre? Non. Est-ce qu'il y a des trompettes dans votre livre? Non. Sans tambour ni trompette. C'est génial. Non, c'est génial. Et voilà. Donc c'est un exercice compliqué, les titres. Vraiment. En tout cas, réussi pour celui-ci. Alors, on le voit, votre registre, ce n'est pas vraiment l'autofiction, hein, qui est assez à la mode. Est-ce qu'on pourrait vous lire quand même dans d'autres types de registres? Je pensais notamment aux biographies, parce que c'est un côté très historique aussi. Alors, c'est en effet, parce que vous l'avez lu sur mon compte Instagram, j'ai fini hier ou avant-hier ma première biographie. Et c'était un exercice auquel je ne pensais pas me prêter. Un jour, un ami écrivain m'avait dit: mais tu devrais faire des biographies et tout. J'ai dit: mais attends, il faut qu'un personnage, pourquoi pas, mais il faudrait qu'un personnage soit m'intéresse. Et là, un personnage est venu à moi. C'est une histoire assez incroyable. Et j'ai vécu j'ai écrit depuis 1 an à peu près quand même, l'une des émotions les plus fortes de ma vie de romancière, en écrivant l'histoire de ce personnage, qui est quelqu'un du XXe siècle. Donc, je suis dans mon époque, qui, comment dire, m'a infiniment touchée et avec qui j'ai vécu une osmose comme avec un personnage de roman, à qui j'ai parlé comme je parle à mes personnages de roman, qui m'a parlé, et j'ai écrit cette biographie qui m'a bouleversée, je peux le dire, je peux vraiment le dire, c'est un truc de dingue, plein d'émotions, et il sera là pour la biographie sera publiée avant Noël, en novembre. Et je ne pensais pas vivre cette émotion, donc avec quelqu'un dont je retrace la vie et qui m'a transportée comme un personnage romanesque. C'est un personnage connu. Enfin, j'imagine que vous ne pouvez pas nous dire tout de suite de qui il s'agit. Non, c'est un personnage très connu dans son monde à lui, extrêmement connu. Beaucoup d'entre nous, je pense qu'on va le découvrir. Et à travers lui, il y a une résonance, me semble-t-il, que nous retrouverons, qu'on pourra tous se reconnaître en lui et à travers lui, dans ce qu'il a vécu, dans sa destinée et dans sa destinée placée dans l'histoire. Donc j'espère, voilà, c'est un livre qui s'appellera La course parfaite. Voilà. Je vous donne le titre, on a déjà le titre. C'est terrible parce qu'on n'a qu'une envie, c'est de se précipiter dans ce nouveau livre. Écoutez, je serais ravie, le moment venu, je serais ravie de vous en parler et sincèrement, une émotion folle, une chevauchée fantastique, une épopée. Et moi, en tant que romancière, c'est une de mes très, très grandes rencontres d'émotions. Voilà. Du coup, il a été un peu plus rapide à écrire parce que vous évoquiez une année de recherche, une année d'écriture. Là, oui, mais là, la recherche avait été faite. Donc, j'ai pu m'appuyer pour la première fois sur quelqu'un qui avait fait la recherche. Donc, je pouvais dans vos romans, alors. Pardon? On a peut-être croisé ce personnage dans vos romans. Vous ne l'avez pas croisé, mais peut-être que vous le croiserez dans un de mes futurs romans, en revanche. Ça, ce serait drôle. Ça, ce serait un écho. Mais en effet, la partie documentation, Julie, vous avez raison, la partie documentation avait été faite. Donc, j'ai pu m'appuyer sur quelqu'un. Donc, j'ai passé 1 an d'écriture, comme d'habitude, mais la documentation avait été faite. Donc, j'ai pu m'appuyer sur une documentation qu'on m'a fournie. Voilà. Donc, où bien sûr, j'ai fait mon travail de vérification, mais qui était fourni. Donc, c'est vrai que sinon, j'aurais mis évidemment 1 an de plus.
Ouais. Très bien. Alors, je vais céder la parole à Nathalie qui nous a rejointes. Ouais, je vais juste rebondir. Vous venez de dire, Teresa, que jamais vous seriez allée vers la biographie. Mais qu'est-ce qui diffère entre écrire une biographie et un roman historique? Parce que les recherches, vous savez ce que c'est, vous? Oui, mais c'est de se mettre dans la peau de quelqu'un. Moi, dans mes romans, je suis dans la peau de mes personnages inventés, donc je les écoute et ils mènent leur danse et ils sont libres. Voilà, blanche et libre. Alors qu'une biographie, vous n'êtes évidemment pas libre puisque votre personnage, il était là à tel endroit, à tel instant T, voilà ce qu'il a fait. Et donc la liberté que j'ai trouvée moi, et ça je ne m'y attendais pas, c'était une liberté intérieure du personnage. J'ai dû rentrer dans la peau de quelqu'un qui a existé et à travers ses lettres, à travers ses poèmes, à travers toute la documentation. Mais comment dire, je me suis sentie peut-être moins en confiance au début surtout. Et puis après, je l'ai laissé parler, je l'ai laissé prendre la main comme un personnage de roman. C'est ça qui m'a surprise, vraiment. Et il a pris la main. Il a pris la main. Il est là devant moi. Vous ne le voyez pas. Bon, ça suffit, Teresa. Teasing, parfait pour les teasing. Pierre se demande si vous lisiez plus jeune des romans historiques pour justement exceller dans le roman historique. Merci pour le exceller. Oui, le premier, Henri Troyat. Je reviens toujours et éternellement à Henri Troyat. Quand j'avais, je sais pas, 15 ans, 14 ans, La lumière des justes, je me suis dit, c'est ça que je veux, c'est ça qu'il faut faire. Donc oui, j'ai lu beaucoup alors pas Robert Merle, mais Henri Troyat, c'était mon maître absolu, et beaucoup de romans historiques anglo-saxons, parce que j'avais la chance de pouvoir lire en anglais, et donc c'est une veine littéraire qui est très prononcée aussi dans les pays anglo-saxons. Donc je lisais beaucoup d'auteurs, oui, avec cet arrière-plan historique, absolument. Bon, je vais vous poser la question du bac philo tout de suite. Est-ce que choisir, c'est renoncer? Bien sûr. Alors, on développe. Choisir, c'est renoncer, bien sûr, bien sûr. Parce que c'est un peu ça, le fil rouge quand même de votre roman. Oui, voilà. oui, forcément. Mais je crois que c'est trouver cet équilibre. Chacun d'entre nous, trouver cet équilibre, arriver à être soi, arriver à être pleinement soi, en essayant de ne pas créer autour de soi un déséquilibre. Et c'est ça qui est difficile. Et jusqu'où faut-il renoncer? Voilà, il y a un moment donné où ce fameux équilibre, c'est le côté funambule de la vie et des personnages. Et ça, je crois qu'on est tous dans une même quête. Et puis, il y a une question de courage. Il y a ceux qui vont pouvoir aller vers l'avant, qui vont saisir la vie, et puis il y en a d'autres qui font le choix d'être plus discrets, mais ça c'est notre liberté à chacun. Alors, on va saluer Catherine qui est en train de nous regarder et qui, au tout début, a commenté en parlant de la sériciculture au Liban. Est-ce que vous pouvez expliquer à tout le monde ce que c'est que la sériciculture? C'est pas facile à dire ce mot. Non, c'est affreux. Je sais pas comment ça Non, c'est l'élevage des vers à soie. C'est l'élevage des vers à soie. Donc, c'est tout. Si vous voulez, on part d'un animal, d'un tout petit ver à soie. C'est absolument minuscule. C'est comme un grain de moutarde. C'est un truc de dingue. D'ailleurs, si vous allez à Lyon, ils les montrent dans les maisons, enfin dans les endroits où il y a les soieries. Donc, alors, c'est un animal qui grandit, qui tisse ensuite un cocon, qui devient le fameux fil de soie. Alors, il faut malheureusement tuer la chrysalide, donc ça c'est moins drôle, mais voilà, c'est la vie. Et vous avez ensuite un fil de soie, et à partir de ce fil de soie, il y a tout un travail comment dire, de transformation, jusqu'à ce qu'on tisse le fil de soie pour en faire toutes les parures, les étoffes et les vêtements qu'on connaît. Mais c'est quelque chose donc c'est une chaîne, c'est une trame, et c'est ce que j'essaie de montrer dans le livre. On part d'artisans, enfin on part de fermiers même, pour arriver jusqu'aux merveilleux vêtements qu'on porte ou à l'étoffe qu'on porte. Et tout est lié, tout est tissé depuis le début. Voilà. Muriel. Alors, Muriel, elle a une question qui est un peu longue, non? Est-ce que vous croyez que des personnages disparus peuvent de façon magique vous accompagner durant l'écriture de leur vie? Le sentez-vous quand vous écrivez? Alors, de personnages disparus qui ont vraiment existé, enfin, de personnages fictifs. Alors,
pour répondre, oui, il y a une transmission étrange entre je ne sais quoi, enfin là-haut, autre chose, et le romancier. Le romancier est un fil, pour moi, le romancier est un fil conducteur. Et tous les romanciers le disent, je veux dire, il y a une transmission entre des personnes peut-être qui ont existé ou des âmes qui ont existé et ce qu'on veut transmettre au lecteur. Et il faut être à l'écoute donc de ça, de cette petite voix qui vous parle. Donc oui, il y a une transmission et il faut les laisser parler. Et je crois que c'est très, bon, vous allez me dire, tout créateur, je pense tout artiste a cette forme de transmission, de voix, enfin de voix, on s'entend, mais une émotion, il y a une émotion qui passe et il faut les écouter. Et parfois, les personnages ne vous parlent pas. Moi, ça m'est arrivé dans un de mes livres, ça c'était très dur. Les personnages ne me parlaient pas, j'avais l'impression que je me battais avec eux pour arriver à les coucher sur le papier et je ne sais pas pourquoi ils m'ont moins parlé dans ce livre-là, c'était difficile. Mais vous avez, c'est Flaubert qui, je ne sais plus, qui parle, dit à sa maîtresse à un moment donné, je me suis bagarrée toute la nuit avec tel et tel personnage dans une de ses lettres, avec tel et tel personnage impossible, donc qui a refusé de. Donc c'est très mystérieux cette rencontre, mais tous les romanciers vous le diront. Donc, il y a Catherine qui rebondit en disant, vous voulez dire que vous n'êtes pas seule dans l'écriture? Alors, on est seul, comment dire non, on n'est pas seul, je suis d'accord, on n'est pas seul, on est accompagné par les personnages, oui, c'est vrai. Ce qui pose un problème, c'est-à-dire que parfois, les personnages prennent plus de place que des vrais. Les amis n'aiment pas du tout. Mais non, on n'est jamais seul, mais on est tout de même seul pour trouver le mot juste, pour trouver la phrase, pour arriver à exprimer cette espèce d'émotion. Et là, c'est un combat. C'est un combat pour trouver la phrase juste, le rythme, la sonorité, pour transmettre cette émotion. Et souvent, on passe à côté. Alors ça, c'est donc on est seul. Le côté artisan du boulot, là, on est seul. Oui, mettre le travail sur le métier. Là, on est seul. Moi, je voudrais qu'on revienne sur la page 43. À la page 43, à la fin de la page, il y a des choses très intéressantes. Vous dites, en parlant de Blanche et de Salim, que leur rencontre était écrite depuis toujours. Croyez-vous que votre rencontre était écrite avec eux? Votre rencontre avec ces personnages était écrite? Je crois qu'il n'y a pas de hasard. Je crois qu'il y a un libre arbitre. Mais je crois que les rencontres qui doivent se faire, en effet, sont dans une forme de destinée. Maintenant, j'aurais pu choisir de ne pas écrire ce livre, j'aurais pu peut-être refuser de laisser ces personnages entrer en moi et raconter leur histoire, mais oui, je crois à la destinée. Tout en croyant au libre arbitre, ça va faire le cours de philo numéro 2. Exactement. Ouais. Mais en plus, vous allez plus loin. Après cette phrase où vous dites que leur rencontre était écrite, alors je vais la lire parce que je ne l'ai pas retenue de mémoire, vous écrivez « De sa terre natale, la jeune femme avait reçu en héritage ce sens du fatalisme, cette lucidité à accepter l'improbable, puisque l'âme orientale n'a pas renoncé à la part d'irrationnel qui entre dans une existence. » Très philosophique, votre livre. Hein. Non, mais ça c'est, enfin, je ne sais pas, mais c'est une vérité. En Occident, nous sommes devenus extrêmement matérialistes, nous sommes devenus... L'Orient a gardé cette forme de probabilité avec l'inconscient, l'impossible. Ils ont gardé, me semble-t-il, une fenêtre ouverte qu'en Occident, on a eu tendance à refermer un peu. Donc, je crois beaucoup à ce mais sans être un fatalisme négatif ou passéiste ou les choses vont arriver. Non, c'est pas ça. C'est une approche de la vie différente, d'accepter ce qui vous arrive, mais après de le transformer et d'avancer tout de même. Et ça, c'est pour moi, c'est très révélateur, en tout cas, oui, puis encore plus maintenant, entre l'Occident et l'Orient. Oui, ça m'a frappé pendant que je travaillais sur le livre sur Istanbul, sur l'autre rive du Bosphore. Oui. Justement, vous avez écrit sur l'Occident et sur l'Orient. Vous préférez quel
l'Orient ou l'Occident, ou l'influence de l'Orient sur l'Occident, parce que ça, on en parle beaucoup. Oh ben, l'Orient est magique, on peut pas tourner autour du pot. Vous parlez de l'Orient, vous avez les couleurs, les parfums, vous avez une émotion, un exotisme. C'est tout simplement magique d'écrire sur tout ce qui est oriental. Mais l'Occident, c'est ma terre, mes racines. Donc, mon père était d'origine hongroise, ma mère française, je suis d'Europe centrale, je suis d'Europe de France. Mais l'Orient me fait rêver. J'adore écrire sur l'Orient. Je vais y revenir, pas dans le prochain livre, mais celui d'après. Mais l'Orient fait rêver, oui, bien sûr. Il y a cette puissance d'évocation extraordinaire, extraordinaire. Teresa, est-ce que vous pouvez faire un conseil de lecture à nos amis lecteurs qui nous regardent? Oui, alors j'ai sorti un livre que j'ai infiniment aimé, qui s'appelle La rafale des tambours, de Carol Ann Lee. Alors, c'est une traduction. Enfin, moi, je l'avais chez Folio, là. Donc, La rafale des tambours. Et j'ai trouvé qu'il y a dans ce livre un mélange, donc c'est sur la Première Guerre mondiale, à partir du corps du soldat inconnu. Je trouve que cet auteur, et la traduction est excellente, donc ça aide beaucoup, évidemment, c'est essentiel. Une mauvaise traduction, ça vous tue un bouquin. Elle a... Voilà. Pardon? Je dis, c'est la traductrice qui parle. Oui. Et Dieu sait que j'essaye d'être une bonne traductrice, mais c'est compliqué. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? On avait reçu Jean-Yves Masson qui était traducteur. Il disait que justement, quand un lecteur n'aimait pas un livre, il disait jamais que c'était l'auteur qui était mauvais, il disait toujours que c'était le traducteur qui était mauvais. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Alors, ce qui est sûr, ce qui est intéressant avec les traductions, vous voyez comment on retraduit des livres à travers, souvent on dit une nouvelle traduction. Ouais. La traduction, c'est un art, c'est compliqué parce qu'il faut à la fois traduire la sensibilité de l'auteur, trouver une musique dans une autre langue, donc il faut renoncer à certaines choses, c'est vraiment un équilibre délicat. Est-ce que c'est la faute du traducteur? Je pense, je vais vous dire, il y a un auteur français qui réussissait très bien dans tous les pays, sauf un seul. C'était en Italie, je crois. Elle ne vendait rien. Et elle a demandé à une amie italienne de lire son livre en italien. Et le livre était tellement mal traduit que l'amie italienne a dit « Mais enfin, c'est illisible ton bouquin ». Et elle marchait dans tous les pays. Alors, elle a protesté auprès de son éditeur italien. Et je ne sais pas s'il y a une autre traduction et tout, mais elle a changé d'éditeur italien. Donc, est-ce que c'est la faute du traducteur? Non, la plupart des traducteurs sont tout à fait corrects, hein, franchement, hein, je défends la corporation, mais une bonne traduction, c'est merveilleux, puisque vous avez une musique. Voilà, vous avez une musique. Et vraiment, ce livre de Carol Ann Lee, j'ai infiniment aimé le côté historique, l'émotion des personnages sont absolument superbes. Donc, je le conseille vivement. Je remettrai la référence sous la vidéo sur la page Facebook, comme je fais avec toutes les références des auteurs pour nos amis lecteurs qui nous écoutent. En tout cas, je vais remontrer la couverture parce qu'effectivement, elle est sublime, le titre aussi. Je suis d'accord complètement avec ce que disait Julie. On apprend beaucoup de choses, on a l'impression de revisiter l'histoire mieux que quand on l'apprenait à l'école parce que c'est beaucoup plus agréable. Moi, je voulais vous remercier aussi en tant que libraire parce que souvent, nos lecteurs nous demandent des sagas historiques ou des sagas familiales et vous faites partie. Et c'est ce que Julie disait, de ces auteurs qui font des sagas formidables. Donc, il faut lire Teresa Rêver parce que vous allez découvrir un auteur formable. Alors, il y en a plein. C'est bien, c'est le 7e, hein, c'est ça? 7e 8e. Mais on ne compte plus. On ne compte plus. Donc, avant de basculer dans la biographie, Teresa Rêver écrit des fresques historiques. Donc, lisez tous ses livres précédents. Vous les trouverez en librairie. Voilà. Vous pouvez aussi l'acheter sur notre site unendroitoualler.com. Vous allez être redirigé vers une librairie indépendante. Avant de vous laisser le mot de la fin, Teresa, je vais dire que demain, on va se retrouver à 19h avec Antoine Christo pour son premier roman qui s'appelle Fêtes et défaites et qui est sorti aux éditions du Cherche Midi. Julie, un grand merci de nous avoir présenter cette rencontre et surtout de nous avoir proposé d'inviter Teresa parce que c'est à elle qu'on doit votre invitation, oui, Teresa. Je sais. Merci Julie. Donc, voilà, merci beaucoup. À vous, c'était magnifique. Et donc Teresa, je vous laisse le mot de la fin. Alors le mot de la fin, c'est soutenez vos libraires, c'est aller chez vos libraires. Et bon, j'ai toujours défendu mes libraires, vous le savez, enfin vous le savez peut-être pas, mais
allez chez votre libraire, parlez-lui, il vous mettra des merveilles dans la main. Je ne parle pas de mon livre, mais des autres. Et on a besoin de vous, libraires. Vous êtes les poumons de notre métier. Nous sommes le cœur, puisque nous vous apportons le livre, l'émotion. Vous êtes les poumons. Sans vous, nous n'existons pas. Voilà, c'est le mot de la fin. Merci pour cette très belle conclusion. Et c'est sincère, et c'est vraiment sincère. En tout cas, on vous souhaite le meilleur pour la suite. On vous retrouvera donc en librairie avec la biographie. Et puis, moi, je vous remets les références de Teresa sur les commentaires de la vidéo. Mesdames, je vous souhaite une très belle soirée, une belle semaine et à bientôt en librairie.